l'aspect physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Bien sûr, on parle de détox, mais ça veut dire quoi exactement? Et puis, on va voir de quelle manière le jeûne est vraiment un outil de santé, à la fois en termes de prévention et puis en termes de régénération de la santé. Et puis surtout, puisqu'il s'agit pour les naturopathes en tout cas, ce qui sont là, de peut-être questionner la posture d'accompagnement du jeûne, qu'est-ce qui permet de jeûner en toute sécurité? Ça, c'est un point essentiel, hein, et l'encadrement fait partie de de ces conditions de sécurité. Et je terminerai sur quelques petites références si vous voulez approfondir. Et puis, il y aura un temps, bien sûr, pour poser vos questions. Voilà. Donc, moi, je suis donc Virginie Cobert, je suis naturopathe issue du Sénato. Et voilà, mon chat qui fait défiler les diapos, il est plus fort que moi. Euh, donc, je suis issue du Sénato. J'ai approfondi énormément la partie aromathérapie. Je suis formée en olfactothérapie. Et puis, avant ça, j'ai quand même une formation scientifique et un doctorat en sciences de la vie et de la santé. Pour ce qui est du jeûne, c'est une pratique que j'accompagne dans des centres de jeûne depuis 8 ans maintenant. Je l'ai fait beaucoup dans le cadre du réseau Jeûne et Bien-être. C'est un réseau de centres qui se trouve sur tout le territoire français. Dans ce réseau, j'ai été également formatrice et puis j'ai fait partie d'une commission qui réfléchissait à l'évolution des procédures et de l'encadrement du jeûne. Donc ça a été voilà, une expérience qui a aussi forgé euh, ma vision du jeûne. Et puis, je rajouterai également que j'anime un podcast que je diffuse toutes les semaines qui s'appelle Prendre soin de l'être et que vous pouvez retrouver donc assez facilement et écouter sur votre plateforme préférée. Donc, ce qui, pour ce qui concerne le jeûne, je vous disais que cette technique que l'on reconnaît en naturopathie comme vraiment une ressource fondamentale pour l'hygiène corporelle, pour la prévention de santé, en fait, c'est une technique avant d'être une technique, c'est une nécessité vitale, je dirais. Le jeûne fait partie du vivant et de tous les règnes, et même euh, on peut l'observer. Ah, ça y est, je peux plus faire défiler, ça y est. On peut l'observer dans le règne végétal, c'est assez évident quand on considère la germination des plantes, hein. À partir d'une petite graine, il y a tout un processus, on parle d'autolyse. Donc, en l'absence d'apport extérieur, la graine, elle va se transformer et permettre la croissance d'une pousse. Et pour ça, ben, évidemment qu'il y a des ressources énergétiques qui sont mises à contribution, qui sont internes. Et c'est un principe qui est équivalent à celui du jeûne. C'est le cas aussi pour les bulbes. Quand on plante un bulbe, il va pouvoir se, se déployer, croître et pousser en mettant en œuvre aussi ces processus euh, d'utilisation de ressources internes sans apport extérieur nécessairement. Donc dans le règne végétal, c'est assez facile à observer. Dans le règne animal, c'est encore plus facile, je dirais. On connaît beaucoup d'animaux qui hivernent ou qui hibernent et donc qui passent la saison froide sans manger et souvent sans rien faire. Mais c'est pas le cas de tous les animaux, hein, parce que pour la petite anecdote, le champion du jeûne dans le règne animal, ce serait certainement le manchot. Le manchot qui, lui, jeûne au moment de la période de reproduction. C'est-à-dire que le manchot, il se nourrit de poissons et de crustacés, mais pour se reproduire, il doit sortir de l'eau et, euh, et aller donc assez loin dans les terres de l'Antarctique sur
un espace où il peut pas du tout se nourrir. Donc, il va passer comme ça toute la période de reproduction, la période donc de ponte et de couvaison de l'œuf, tout ça en jeûnant. Ça va durer jusqu'à 115 jours. Et après la naissance du bébé manchot, en fait, il y a une permutation des parents. Un vient nourrir l'oisillon quand l'autre va retourner dans l'océan pour se nourrir. Donc le manchot a été vraiment étudié au niveau de la recherche scientifique pour comprendre un peu mieux ces processus de physiologie du jeûne. Et c'est un bon exemple du jeûne dans le règne animal. Et on pourrait même envisager une équivalence de jeûne dans le règne minéral, même si à proprement parler, on n'est plus du tout sur des processus organiques, hein, c'est pas les mêmes transformations qui opèrent. Et néanmoins, quand une roche se transforme dans les profondeurs pour devenir une roche métamorphique, hein, quand il n'y a pas d'apport extérieur, il y a juste des conditions particulières qui vont transformer la maille cristalline et c'est un petit peu ce qui se passe quand le graphite évolue pour donner le diamant, hein. Donc ça vous donne un petit peu une idée aussi euh, dans la symbolique, la portée que peut avoir le jeûne de quelque part venir transformer notre milieu intérieur euh, pour donner naissance à tous les diamants qu'on peut porter, hein. Euh, donc le jeûne, c'est courant dans la nature et eh bien l'humain ne fait pas exception à cette règle. Et le jeûne a accompagné l'histoire de l'homme en fait depuis la nuit des temps, hein. Si je pose sur cette frise chronologique l'histoire d'Homo sapiens, hein, grosso modo, qui aurait commencé il y a 350 000 ans à peu près. À l'époque du Paléolithique, hein, le Homo sapiens était donc nomade, chasseur-cueilleur et avait un accès aléatoire à la nourriture, c'est-à-dire que de temps en temps il mangeait, puis de temps en temps il ne mangeait pas. Et pendant cette longue période du Paléolithique, le jeûne par nécessité a fait partie de la vie de l'homme. Et même après la sédentarisation, hein, dans le passage au néolithique qui intervient entre 5000 et 10 000 ans avant notre ère, eh bien, malgré la mise en place de production alimentaire par la culture des céréales, par l'élevage, eh bien, les disettes saisonnières étaient fréquentes et le jeûne a continué de faire complètement partie euh, du quotidien de l'homme, je dirais. C'est seulement très récemment, et d'ailleurs, c'est pas sur toute la planète, hein, c'est dans nos contrées occidentales que, on va dire, la bascule, on pourrait l'évaluer à partir des années 50, hein, avec l'avènement de la pétrochimie, des biotechnologies et la production intensive que l'homme se retrouve aujourd'hui, et encore une fois, pas partout, avec un accès illimité et permanent à la nourriture. Et en fait, euh, le fruit de cette longue histoire de l'humanité fait que notre corps est beaucoup plus adapté au manque qu'à la surabondance. Et c'est ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui avec, quand on regarde un petit peu la prévalence des maladies qu'on appelle justement de civilisation, hein, et quand on comprend euh, les perturbations qui découlent justement de tout ce qui correspond à cette société de la surabondance, agrémentée de nombreuses dénaturations alimentaires. Euh, alors, j'ai reporté sur cette chronologie un petit peu des dates qui peut-être vous paraissent
bizarre, hein. Mais c'est histoire de se rendre un peu mieux compte, hein, sur une échelle de temps qui nous parle, parce que 350 000 ans, c'est pas très parlant. Et je vous propose de réduire cette durée de l'histoire de l'humanité à une année civile. Donc le début de Homo sapiens paléolithique, ça correspondrait au 1er janvier. Et puis aujourd'hui, ça serait donc la fin de l'année, le moment où on se souhaite la bonne année pour passer à l'année suivante. Et donc sur cette longue période de temps, la sédentarisation, elle intervient à ce qui correspondrait entre le 20 et le 25 décembre. Donc vous voyez l'échelle de temps déjà sur un mode de vie de chasseur-cueilleur avec un jeune qui fait complètement partie des cycles, en fait. Il y a la sédentarisation qui intervient donc en fin d'année, autour de Noël. Et puis l'époque moderne, si j'ose dire, c'est vraiment à la toute fin d'année, hein, avec, on va dire, les marges d'erreur liées au calcul. Ça tomberait, les années 50 correspondraient au 31 décembre, 23 heures. J'ai écrit 23, c'est même, je crois, 23h53, c'est une coquille. Donc, vous vous rendez compte que, en termes d'adaptation de nos capacités physiologiques, en fait, c'est évident que on s'est entraîné en gros toute l'année à jeûner et que le jour du réveillon, on fait bombance et on a du mal à s'en remettre. C'est un petit peu ça l'histoire, hein. Donc ça, c'est situer le jeûne dans l'histoire de l'humanité. Mais le jeûne, c'est aussi quelque chose qu'on expérimente tous. Peut-être que vous l'avez oublié, mais c'est le cas pour l'homme et c'est le cas pour tous les mammifères. Dès la naissance, en fait, il y a un moment, en fait, au tout début de la vie de chaque mammifère et de chaque homme, où eh bien, il y a une période de jeûne entre le moment où finalement la nourriture qui se faisait en direct par l'intermédiaire du cordon ombilical, bah, la naissance, elle s'arrête. On coupe le cordon et donc il y a un temps, un laps de temps entre ce moment-là et le moment où le nouveau-né va prendre sa première tétée. D'ailleurs, souvent, le nouveau-né, il tète pas tout de suite, hein. Il va d'abord se reposer de ce long voyage qu'il a fait pour arriver jusque dans notre monde. Et ça, c'est le premier jeûne. Et tout le monde l'a vécu. Et au niveau de la physiologie, d'ailleurs, les processus qui sont à l'œuvre quand plus tard dans sa vie, on décide de jeûner volontairement pour sa santé, eh bien, ils sont déjà à l'œuvre dans ce premier jeûne qui se passe au moment de la naissance, en fait. Et cette capacité donc à jeûner, elle assure la survie de chaque individu. Les études sont très claires là-dessus, hein. Quand on empêche en particulier un processus qui s'appelle l'autophagie et sur lequel je reviendrai et qui se met en place dès les premiers instants de vie, eh bien, la mortalité néonatale, elle est systématique en fait. Donc, voilà, la bonne nouvelle pour vous, peut-être si vous n'avez jamais, si vous n'avez pas la conscience d'avoir déjà jeûné, bah, c'est que vous avez déjà vécu cette expérience en fait, au tout début de votre vie, et que votre corps, il sait très bien faire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, une fois qu'on aura présenté les différents types de jeûnes, parce que finalement, au-delà de cette partie historique où le jeûne était subi quelque part, euh, le jeûne aujourd'hui, le jeûne qui est choisi de manière consciente et volontaire, d'abord c'est quelque chose que seuls les hommes pratiquent. Les animaux pratiquent un jeûne instinctif, hein, ou un jeûne lié à une absence de ressources nutritionnelles, mais c'est jamais un jeûne qui est choisi consciemment comme nous pouvons le faire pour des objectifs soit de santé, soit de cheminement intérieur, hein. Alors, jeûner, ça vient au niveau de l'étymologie de jéjunum. Jéjunum, c'est une partie de l'intestin grêle.
Et ça correspond donc au terme latin jejunare, l'intestin grêle vide. Voilà l'origine étymologique du mot jeûner. On pourrait même dire que chaque nuit, on fait un mini-jeûne, en fait, puisque le matin, on déjeune, on rompt le jeûne nocturne. Enfin, ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, puisqu'on se couche de plus en plus tard, on mange à n'importe quelle heure. Voilà, ça perturbe aussi considérablement nos rythmes, mais le cycle du vivant a prévu ça aussi, que chaque nuit, notre corps se met au repos et notre système digestif en particulier va vivre un jeûne nocturne. Donc, on pourrait donner comme définition pour le jeûne une abstention complète ou partielle, et pour des périodes plus ou moins longues qui sont des périodes aujourd'hui choisies, abstention donc de nourriture et de boisson, ou bien de nourriture seulement. Ça reste, vous voyez, il y a plusieurs possibles en fait dans cette définition. Et entre la vision de Shelton, cet hygiéniste majeur du siècle dernier, qui pour lui, dans une vision assez radicale, voyait le jeûne comme une abstention totale de tout élément, de tout aliment excepté l'eau. Et puis la vision de Otto Buchinger, un docteur Buchinger qui a été le fondateur de la célèbre clinique Buchinger en Allemagne, qui est une clinique dédiée à l'accompagnement thérapeutique avec le jeûne. Donc Otto Buchinger, il a une définition qui est un peu plus large puisque le jeûne pour lui, c'est s'abstenir de consommer des nourritures solides, mais avec la possibilité de consommer pas seulement de l'eau, également des tisanes, des bouillons de légumes, des jus de fruits, voilà. Par contre, le côté régénération, il est présent, quel que soit le type de jeûne, à des degrés plus ou moins importants. Donc, qu'est-ce qu'on peut recenser en fait comme jeûne? Il y a des jeûnes, on va dire, intermittents ou des jeûnes par alternance. Il y a cette idée d'allonger le jeûne nocturne déjà, hein, c'est ce qu'on appelle le jeûne de 16 heures, c'est-à-dire qu'on va concentrer les repas sur la journée pendant 8 heures de temps, ce qui équivaut plus ou moins à faire 2 repas, hein, et puis on va allonger cette période de repos nocturne et qui correspond à ce jeûne. Le jeûne de 16 heures, c'est une pratique très facile à mettre en œuvre et qui est de plus en plus étudiée pour cette raison, qu'elle est facile à tenir et puis qu'elle est extrêmement intéressante en termes de santé. Vous pouvez pratiquer un jeûne intermittent un petit peu différent, non plus sur une période de 24 heures, mais sur une période d'une semaine en alternant 5 jours d'alimentation, on va dire, habituelle et idéalement physiologique, avec 2 jours de jeûne ou 6 jours alimentés et un jour de jeûne. Ça, c'est une autre manière de pratiquer une intermittence. Pour certaines Oh, personnes, c'est plus facile que le jeûne nocturne. Ça, c'est vraiment une appréciation personnelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle la warrior diet, hein, ce qui correspondrait au fait de ne manger qu'un seul repas sur 24 heures. Donc, ce qui fait un jeûne de bien plus de 16 heures, hein, pratiquement 23 heures, hein, et qui va, on va dire, aller un petit peu plus loin que le jeûne de 16 heures dans la physiologie. Ces jeûnes intermittents sont vraiment intéressants et néanmoins, vous verrez qu'ils ne permettent pas d'enclencher complètement la réponse physiologique que notre adaptation nous permet en cas d'absence d'alimentation pendant plusieurs jours. Alors, je veux bien que vous coupiez par contre les micros, hein, j'entends des bruits parasites. Euh, je vais essayer, je dois pouvoir faire ça quelque part. Non, voilà, c'est bon, merci. Alors, sur les jeûnes de plusieurs jours, on a aussi plusieurs options possibles. Donc, ce fameux jeûne hydrique hein, que j'ai évoqué avec la définition de Shelton, où on ne consomme plus que de l'eau. Et même
Pour les hygiénistes de l'époque de Shelton, qui étaient vraiment à la fois des précurseurs et puis dans une approche très rigoureuse, une tisane, c'était déjà limite un, ouais, un produit, un médicament en fait, un produit thérapeutique. Donc il n'y avait même pas de tisane dans leur approche du jeûne. L'approche Bushinger est beaucoup plus souple, hein, comme je l'ai évoqué, puisque elle permet d'intégrer en plus de l'eau, des tisanes, des bouillons, des jus de légumes, du miel. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans une visée naturopathique qui, avant tout, va être individualisée. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité à jeûner, en tout cas tous autant que nous sommes en bonne santé. Il y a bien sûr des contre-indications au jeûne, hein. Le jeûne n'est pas fait pour tous les organismes. Il y a des conditions, mais euh, toutes les personnes en bonne santé peuvent jeûner. On verra, peuvent jeûner même longtemps. Et il y a des adaptations qu'on va pouvoir envisager bah voilà, selon ce qu'on inclut dans ce jeûne ou non. Je parlerai très peu du jeûne sec. C'est une autre modalité du jeûne où on s'abstient non seulement de manger, mais également de boire. Et voilà, en termes de physiologie, ça va contraindre encore davantage l'organisme et ça va enclencher, bien sûr, à la fois une détox beaucoup plus profonde, mais ça va être beaucoup plus exigeant aussi pour le corps. Donc, vous dirais juste que c'est à manier avec précaution et certainement pas, on se lance dans un jeûne sec comme ça, sans y penser et sans être accompagné. Il y a encore des micros qui sont allumés. Je vous invite vraiment à les couper. Ça sera vraiment plus confortable pour tout le monde. Euh, alors, si je continue, je vous disais qu'après avoir considéré ces différents types de jeûnes, l'idée c'était de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand on est privé de nourriture. Donc, il y a toute cette adaptation physiologique, vous l'avez compris, qui est héritée de notre longue histoire et qui va s'établir en plusieurs étapes. Ce qui se passe en premier lieu, bah, c'est comprendre que contrairement à l'idée couramment admise que le jeûne, c'est en fait une période de privation pour l'organisme, en réalité, le jeûne, c'est pas une période de privation, c'est une période pendant laquelle l'organisme change de carburant, un petit peu comme un moteur hybride. Donc, quand on mange, le carburant énergétique, c'est le glucose. C'est à partir du glucose que le corps va fabriquer son énergie métabolique. Et quand on ne mange pas, eh bien, le corps va devoir chercher un autre carburant et il va pour cela utiliser ses réserves. Et des réserves, il y en a plusieurs, de plusieurs types. Il y a des réserves en glucose, il y a des réserves en protéines et il y a des réserves en graisse. Et la mobilisation de ces réserves, elle se fait de manière séquentielle. C'est-à-dire que dans les premières heures qui suivent un repas, une fois que l'apport énergétique qui correspond à ce qu'on vient de manger s'épuise, le corps va d'abord puiser dans les réserves de glucose. Ces réserves de glucose, elles se trouvent sous forme de glycogène. C'est une sorte de polymère de glucose. Et ce glycogène, il est stocké essentiellement dans le foie et il y en a un petit peu dans les muscles. Alors, le glycogène musculaire, il est exclusivement pour l'utilisation des muscles. Et par contre, le glycogène hépatique, il va servir à alimenter toutes les cellules de l'organisme, toutes les autres cellules que les cellules musculaires. Euh, Ça, donc c'est une réserve qui est directement mobilisable mais qui va s'épuiser très vite. L'autonomie en glycogène, elle correspond à peu près une vingtaine d'heures. Donc, passé quelques heures, le corps, voyant ses réserves de glycogène s'amenuiser, va aller mobiliser un autre substrat qui va être relativement facile aussi à mobiliser, c'est les réserves protéiques.
le corps va utiliser des acides aminés, donc des briques fondamentales qui constituent les protéines, et à partir de ces acides aminés, il va fabriquer du glucose pour continuer à fournir de l'énergie, à produire l'énergie métabolique. Euh, on verra qu'il y a quand même une intelligence du corps à pas prendre n'importe quelle protéine, hein. Les protéines dans le corps, elles servent ce sont à la fois des molécules structurelles, elles constituent la matière de notre corps. Ce sont des molécules qui sont aussi fonctionnelles. Toutes nos enzymes qui permettent à notre physiologie, à notre biochimie de fonctionner sont des protéines. Et voilà, il ne s'agit pas d'aller chercher n'importe quelle protéine, n'importe comment. Donc, il y a cette intelligence du vivant qui va se concentrer sur le recyclage, en fait, de résidus protéiques, de protéines qui sont dénaturées, qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont mal répliquées et donc qui ne servent à rien. Et ce sont ces protéines-là en particulier, en priorité, qui vont être utilisées pour servir de carburant énergétique. Et je précise que dans notre paroi intestinale, on a une grande réserve de ces protéines, de ces résidus protéiques qui vont être utilisés donc, dans la deuxième phase d'adaptation au jeûne. Et ça, c'est donc l'utilisation des protéines, elle va prendre le relais des réserves de glycogène et pour, on va dire, 1 à 2 journées, jusqu'à ce que le corps soit en capacité de mobiliser les réserves de graisse. Parce que les réserves de graisse, elles sont moins accessibles. Si vous voulez, si je prends une image euh, on peut dire que bon, l'énergie que le corps fournit, ce carburant-là, on pourrait associer ça à l'argent. Et quand vous avez besoin d'argent, bah, vous avez ce que vous avez dans votre porte-monnaie, hein, le liquide que vous avez dans votre porte-monnaie. Ça, c'est ce qui circule dans le sang. Et puis quand le niveau d'argent diminue, vous allez retirer sur votre compte courant. Et ça correspondrait à la réserve de glucose. C'est très facile. C'est tout de suite, il suffit de tomber sur un distributeur et vous pouvez accéder à cette ressource-là. Et puis, si votre compte courant devient un petit peu, le niveau devient bas, eh bien, vous allez peut-être aller chercher sur votre livret A, qui est une ressource qui est encore facilement mobilisable, hein. Il suffit que vous fassiez un transfert, vous pouvez faire ça tout seul, il n'y a pas besoin de rendez-vous à la banque. Et vous allez pouvoir ainsi mobiliser ce qui correspondrait aux réserves protéiques, aux acides aminés. Et puis en dernier recours, les réserves lipidiques, ça correspondrait peut-être soit à de l'argent qui est placé, donc il va falloir faire intervenir le banquier pour le libérer, soit à quelque chose qui est dans un coffre-fort et c'est pareil. C'est pas une réserve qui est mobilisable directement les graisses. Par contre, une fois que le corps va les mobiliser. Et ça intervient à peu près à partir du troisième jour. Et ça se fait par étapes, hein. Dans un premier temps, le corps va, à partir du glycérol, fabriquer du glucose, hein, toujours ce même substrat énergétique. Et puis à partir des acides gras, ben, ces acides gras vont être utilisés directement comme carburant énergétique. Et dans un deuxième temps, et ce qui va être euh, la, la physiologie finale, on va dire, du jeûne, l'adaptation ultime du jeûne, ces acides gras vont être transformés en corps cétoniques. Et les corps cétoniques, ça va devenir le véritable carburant énergétique pour le jeûne. Et disons qu'à partir du troisième jour, le corps est capable de synthétiser ces corps cétoniques et de les transmettre à l'ensemble des cellules pour qu'elles fabriquent l'énergie. Et ça va pouvoir vous permettre de durer sur un jeûne de plusieurs jours et plusieurs semaines même.
Donc voilà pour ce qui est de cette adaptation en 3 temps. Donc ces réserves, elles sont physiologiques, elles sont essentielles. Et si on comptabilise un petit peu l'état des réserves pour un individu qui est en santé et qui a une corpulence moyenne, hein, si on prend les valeurs de 1,70 m pour 70 kilos, eh bien les réserves de glycogène, ça équivaut pour à peu près entre 100 et 125 grammes. Donc, je vous disais une vingtaine d'heures d'autonomie. Les protéines, en gros, il y a 3 kilos de protéines qui vont être mobilisées. Enfin, c'est une estimation large parce que dans d'autres travaux et d'autres estimations, en comptant donc une consommation de protéines de à peu près 75 grammes par jour, euh, ça, c'est en fait le catabolisme protéique, hein, on fonctionne, même quand on n'est pas en jeûne, il y a des protéines qui sont dégradées et puis des nouvelles protéines qui sont synthétisées, hein, ça se passe tout le temps. Donc la dégradation protéique habituelle, elle est de 75 grammes par jour, mais il se trouve que en jeûne, le corps se met à l'économie. On va voir ça, fait partie de l'adaptation du jeûne. Donc la mobilisation de protéines pendant le jeûne, elle descend de 15 à 20 grammes par jour. Donc, quand on compte un petit peu les protéines qui seraient utilisées sur l'équivalent donc d'une quarantaine de jours de jeûne, qui est un petit peu notre capacité à jeûner, euh, voilà, notre autonomie, elle est de 40 jours en gros. Eh bien, ça voudrait dire qu'on consommerait pas plus de 1,3 à 1,4 kg de protéines. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent une appréhension des jeûneurs, hein. Les personnes qui viennent jeûner pour la première fois, elles se demandent si elles vont pas perdre du muscle et est-ce que ça va pas être après difficile de récupérer. Et en fait, non, on perd très peu de muscle parce que justement, ce muscle, il est épargné et on va plutôt recycler des vieilles protéines euh, et, euh, et de manière très économe parce qu'après, la véritable réserve énergétique, elle se trouve au niveau des graisses et il y a au moins 10 kilos de graisse qui sont mobilisables pour jeûner en toute sécurité. Donc ça, si on fait le calcul en nombre de calories dépensées pendant un jeûne, ça nous donne une quarantaine de jours d'autonomie. Ce qui est intéressant d'ailleurs de constater que cette limite des à peu près 40 jours de la physiologie, ça correspond aussi à aux durées des jeûnes qui sont, euh, qui sont transmis dans les textes sacrés, hein. Il y a comme si, il y a comme une analogie, une équivalence entre la durée physiologique et la durée spirituelle, on pourrait dire. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe en termes de production d'énergie et de changement de carburant énergétique. Maintenant, euh, cette adaptation, elle va, je vous disais, mobiliser aussi un certain nombre d'économies d'énergie. Le corps se met à l'économie, il va réduire son métabolisme. Le métabolisme basal, donc, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le corps quand vous ne faites rien, va diminuer. La production de chaleur va diminuer. La température habituelle du corps, elle est voilà, en moyenne sur la journée entre 37 et 37,5. Et puis quand vous jeûnez, la température du corps, elle va se stabiliser entre 36 et 36,5. Donc c'est 1 degré de moins. C'est pour ça que souvent on est frileux quand on jeûne en fait, hein. C'est juste une modalité d'économie d'énergie pour le corps. Le glucose va être aussi économisé, hein, alors que d'habitude, on consomme 220 grammes de glucose par jour, dont la grosse majorité pour le cerveau, hein. Le cerveau va consommer près de 120 grammes de glucose chaque jour. Eh bien,
cette consommation de glucose pendant le jeûne, elle diminue jusqu'à 80 grammes par jour. Et ensuite, c'est vraiment les corps cétoniques qui vont devenir le carburant prioritaire. Et le cerveau, d'ailleurs, est très friand des corps cétoniques. On verra que ces corps cétoniques lui font beaucoup de bien. Et le fait de réduire la consommation de glucose, ça va aller de pair avec la réduction du nombre des récepteurs cellulaires au glucose qui vont faire que ce glucose va être moins utilisé. Et l'épargne protéique, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est cette intelligence à préserver les tissus fonctionnels et à puiser dans des réserves protéiques qui sont inutiles. Alors cette adaptation physiologique, elle se fait pas seulement au niveau de la production d'énergie, elle mobilise toutes nos ressources adaptatives. Donc nos trois grands systèmes adaptatifs, si je vous le rappelle, hein, pour l'adaptation euh, à court terme, dans l'urgence, c'est le système nerveux qui est mobilisé. À moyen terme, ça va être le système hormonal, système endocrinien, et puis à plus long terme, le système immunitaire. Et ces trois systèmes adaptatifs vont être impliqués dans la physiologie du jeûne. Au niveau du système nerveux, il faut bien comprendre que le jeûne, c'est quand même dans le début un stress physiologique. Et quand le corps est privé de nourriture, eh bien, il y a une réaction qui fait intervenir le système nerveux sympathique, qui est une réaction de stress. Par exemple, on va observer une accélération du rythme cardiaque. Ça, c'est quelque chose qu'on observe facilement quand on accompagne les jeûneurs, parce que tous les matins, on va leur proposer un suivi personnalisé et puis on va prendre leur tension, on va vérifier donc le rythme cardiaque et on va très nettement voir sur les premiers jours de jeûne, premier, deuxième jour, là, une fois que en amont de cette transition énergétique, effectivement, un rythme cardiaque qui peut s'accélérer. Et puis, une fois que le corps a compris qu'il s'agit pour lui de changer de carburant, eh bien, c'est le système nerveux parasympathique qui va rentrer en jeu et qui va lui amener plutôt un état, on appelle ça relativement souvent l'état koala, un état de ralentissement général, et ça va se manifester en particulier de manière très nette par une diminution du rythme cardiaque et une diminution de la pression artérielle. Cette adaptation nerveuse, elle est comment dire, accompagnée par une adaptation à la fois au niveau des neuromédiateurs et au niveau hormonal. D'abord, au niveau hormonal, pour ce qui est de la régulation de la glycémie, hein, la régulation de la glycémie, elle se fait grâce à un couple d'hormones que sont l'insuline et le glucagon. Dès que la glycémie baisse, hein, à quelques heures après le repas, quand encore une fois le glucose circulant dans le sang est consommé, la glycémie diminue et le glucagon va être sécrété pour maintenir la glycémie à un taux dans la fourchette en fait physiologique. Donc libération de glucose sanguin et diminution de la sécrétion d'insuline. Dans la phase d'adaptation, donc de réaction de stress, hein, la phase sympathique, les hormones du stress vont être mobilisées, hein, comme dans n'importe quelle autre situation de stress, avec sécrétion d'adrénaline et de cortisol, sécrétion d'hormones thyroïdiennes et sécrétion d'hormones de croissance, tout ça dans une optique de favoriser une adaptation un petit peu dans l'urgence. Et puis, dès que l'urgence est passée et que le corps s'installe dans la physiologie du jeûne, eh bien, tous les paramètres vont se stabiliser. La glycémie voilà, habituellement, on va dire, elle est entre 0,8 et 0,9 grammes par litre. Elle va se stabiliser pendant le jeûne à 0,7 grammes par litre. On va avoir une sécrétion minimale d'insuline. Et on va éviter du coup tous les pics d'insuline, ce qui est vraiment extrêmement bénéfique pour le pancréas dans tous les cas, et particulièrement s'il y a des terrains un petit peu de déséquilibre glycémique.
Le corps va fonctionner à l'économie, je l'ai déjà dit, donc ce qui va permettre de réduire un petit peu la voilure, ce qui est de réduire les dépenses énergétiques, de réduire le métabolisme, c'est la régulation thyroïdienne. Donc cette fonction thyroïdienne, au début du jeûne, elle est mobilisée et puis après, elle se ralentit. C'est d'ailleurs quelque chose qui perdure un certain nombre de jours après la reprise alimentaire et ça va être euh, euh, une des, une des attentions à poser en amont par rapport à la question de savoir si une personne peut jeûner ou non, de se demander quel est l'état de sa fonction thyroïdienne et comment cette adaptation elle va pouvoir bien se vivre parce que la fonction thyroïdienne elle va vraiment ralentir et elle va pas reprendre tout de suite après la reprise alimentaire. Et puis, ce qui va favoriser aussi la mobilisation des graisses, qui vont devenir donc la ressource première pour la synthèse des corps cétoniques et pour fabriquer de l'énergie, c'est une augmentation de l'hormone de croissance. Et d'ailleurs, il y a une différence qui est assez importante entre les hommes et les femmes sur cette mobilisation des graisses. Ce qui souvent permet d'expliquer la différence de perte de poids, hein. Les hommes en jeûne vont perdre beaucoup plus rapidement de leurs kilos superflus que les femmes. Et quelque part, c'est là aussi, c'est à comprendre de manière archaïque, hein, dans une optique de survie de l'espèce. La graisse des femmes, elle est précieuse pour porter la vie, en fait. Et on ne la libère pas comme ça. Le corps garde tout ce qui est précieux autant que faire se peut. Donc, il y a voilà, une mobilisation des graisses qui est moins importante chez les femmes que chez les hommes. Néanmoins, elle existe. Et voilà, cette normalisation, en particulier au niveau du poids, même si c'est jamais un objectif pour moi valable pour jeûner, elle se fait néanmoins. Ensuite, au niveau des neuromédiateurs, il y a énormément euh, de mobilisation de ces neuromédiateurs dans l'adaptation aux jeunes. Une augmentation de la sérotonine et de l'acétylcholine. Alors la sérotonine, pour rappel, c'est cette hormone, cette neurohormone, on pourrait dire, qui est impliquée dans la régulation de l'humeur et en particulier, hein, et puis dans des processus intestinaux. Et puis l'acétylcholine qui intervient dans la communication neuronale. Augmentation de la dopamine en lien avec la motivation, augmentation des endorphines qui sont associées à un sentiment de bien-être, de détente, et puis diminution des hormones et des neurotransmetteurs liés au stress, hein, les adrénaline, noradrénaline et cortisol. C'est ce qu'on peut observer aussi au niveau neurologique, c'est l'augmentation de certains neuropeptides. Les neuropeptides, ce sont aussi des molécules qui sont impliquées dans la régulation des processus neurologiques. Et un neuropeptide qui va être particulièrement augmenté pendant le jeûne, c'est le facteur neurotrophique cérébral. Alors, ce facteur neurotrophique cérébral, pour faire court, il est en particulier impliqué dans la régénération des neurones. C'est grâce à lui que de nouveaux neurones peuvent naître, en fait. Donc, c'est très intéressant de le voir augmenter pendant le jeûne. Donc toute cette adaptation physiologique, elle permet au corps de vivre de manière confortable, en principe, l'absence de nourriture. Euh, et au-delà de ça, donc, le jeûne, c'est, on l'a évoqué dès l'introduction, un processus de détox, un processus de nettoyage du corps. Donc, toute cette adaptation physiologique, elle va favoriser ce nettoyage du corps. Ce nettoyage, il se fait essentiellement par deux processus qui sont distincts. Souvent, on les confond, hein, on confond l'autolyse avec l'autophagie. Ce sont des processus qui sont vraiment différents et qui vont se faire à des niveaux différents de l'organisme et qui vont pas avoir le même résultat en termes de détox. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autolyse?
L'autolyse, c'est littéralement la dégradation enzymatique de composés organiques sans apport externe. Donc, auto, c'est vraiment quelque chose qui qui est autosuffisant, hein, qui se fait en interne. Et ces processus autolytiques, en fait, c'est ce qui va permettre la mobilisation des réserves. Pour utiliser les protéines et à partir d'elles fabriquer du glucose, eh bien, il va falloir d'abord dégrader ces protéines, les déconstruire, libérer les acides aminés pour pouvoir les transformer en glucose. Cette déconstruction, cette dégradation des protéines, c'est un processus d'autolyse. Ça se fait de manière enzymatique. De la même manière, pour libérer les acides gras et pouvoir les utiliser comme carburant énergétique, eh bien, il va falloir avant cela dégrader les triglycérides puisque les acides gras sont stockés sous forme de triglycérides. Et cette libération des triglycérides, elle se fait également par des processus enzymatiques et elle permet donc l'utilisation des ressources. Alors, de quelle manière ces processus d'autolyse, outre le fait que ça va assurer le fonctionnement énergétique, de quelle manière ça intervient dans la détox? Eh bien, on l'a vu hein, pour les protéines qui vont être la cible de l'autolyse, de cette autolyse spécifique des protéines qu'on appelle la protéolyse, ce sont en particulier des protéines qui constituent des déchets parce qu'elles elles sont détériorées, elles sont dégradées, elles sont mal répliquées, elles ne sont pas fonctionnelles. Donc ça, nettoyer ces protéines-là, c'est faire du ménage à l'intérieur. Pour ce qui est des acides gras, euh, il y a autre chose qui intervient. Quand le corps accumule des toxines qu'il ne parvient pas à éliminer hein, en situation normale, ces toxines, il va les stocker dans un coin. Et de préférence, c'est dans le tissu gras qu'il va les stocker parce que les enrobés de graisse, ça va quelque part les isoler et ça va protéger les tissus. C'est un petit peu ce qu'on fait nous, vous savez, avec les déchets nucléaires, hein, les déchets radioactifs, on ne sait pas trop quoi en faire. On les met dans un coin voilà, en les isolant comme on peut voilà, pour préserver l'environnement extérieur. Donc, c'est un peu ce qui se passe. La graisse, c'est aussi un tissu qui non seulement sert de réserve énergétique, mais sert aussi à stocker là, des résidus, des toxiques, des, 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 des composés que le corps ne sait pas métaboliser correctement ou quand à un moment donné sa capacité d'élimination est un petit peu débordée, eh bien ça va s'accumuler dans les tissus gras. Et quand pendant le jeûne, on va libérer ces acides gras pour fabriquer de l'énergie, eh bien, on va libérer en même temps et relarguer dans la circulation tous les toxiques qui ont été piégés et accumulés, stockés à ce niveau-là. Et ça va être une bonne occasion aussi de nettoyer. Ça nécessite, ça on y reviendra, hein, ça nécessite d'avoir des organes d'élimination qui soient opérationnels pour que le jeûne se passe bien, pour assumer ce relargage toxinique en fait et pouvoir l'évacuer. Donc ça, c'est le processus d'autolyse. C'est un processus qui se réalise plutôt à l'échelle tissulaire, on pourrait dire. À la différence de l'autophagie, l'autophagie, c'est un processus qui se passe plutôt au niveau cellulaire, qui se passe à l'intérieur des cellules. L'autophagie, c'est le nettoyage de l'intérieur des cellules, du cytoplasme. Cette autophagie, elle a lieu tout le temps, en fait. On n'est pas obligé de jeûner pour qu'elle se mette en place. C'est vraiment un processus qui contribue au bon fonctionnement des cellules et c'est c'est un processus donc qui s'opère en permanence, qui va être, cela dit, ralenti et diminué au fur et à mesure qu'on avance en âge, et ce qui peut aussi expliquer un certain nombre des manifestations liées au vieillissement, ce ralentissement de l'autophagie. Et alors en fait, pendant le jeûne est un inducteur formidable, certainement le plus grand inducteur de l'autophagie. C'est-à-dire que
quand le corps passe en physiologie du jeûne, l'autophagie, elle augmente de manière vraiment importante. Et grâce à l'autophagie, en fait, c'est tous les résidus qui se trouvent à l'intérieur des cellules, que ce soit des déchets organiques, ce soit des organites cellulaires qui sont dysfonctionnels, qui sont détériorés, des mitochondries en particulier. Et donc ça, c'est très intéressant hein, de stimuler l'autophagie par le jeûne parce qu'on a vraiment un, un- une remise à niveau, un reset, on pourrait dire, au niveau des mitochondries. Les mitochondries, c'est leurs organismes qui permettent de produire l'énergie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut sentir en sortant du jeûne ce regain d'énergie tellement puissant, parce on a vraiment fait le ménage à l'intérieur des cellules. Et quand on fait le ménage à l'intérieur des cellules, eh bien, toute la physiologie se passe plus facilement. Hein. Les cellules, il faut comprendre que ce sont des petites usines qui assurent tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, quand les cellules travaillent mieux, eh bien, tout va mieux. On a vraiment, grâce à l'autophagie, une amélioration globale du fonctionnement de l'organisme et une meilleure communication aussi des cellules les unes avec les autres. Donc, le jeûne va vraiment stimuler de manière très très puissante ces deux processus d'autolyse et d'autophagie qui sont les processus de base en fait de cette détox. C'est parce que ces processus se font que le jeûne constitue une physiologie de nettoyage du milieu intérieur en fait. Euh, hop là, je suis allée trop vite. Donc, une fois qu'on a compris comment ça marche le jeûne et comment le corps peut se nettoyer, on va faire le lien avec la santé euh, et la prévention de santé, parce que c'est à cet endroit-là que le jeûne est vraiment remarquable. Euh, le jeûne va avoir voilà, va être un formidable facilitateur du maintien en bonne santé. Le premier bénéficiaire du jeûne, on pourrait dire, c'est le système digestif, hein, puisque c'est quand même lui qui est au repos pendant toute la période de jeûne. C'est un petit peu un jeûne, c'est un petit peu les grandes vacances du système digestif. Et ça, ça arrive très rarement. Ce repos digestif, il va permettre de cicatriser toutes les muqueuses, hein, muqueuses de l'œsophage, muqueuses gastriques, muqueuses du duodénum, muqueuses intestinales, quand elles ont été agressées par de l'inflammation, par de l'acidité, par des toxiques. Hein. Donc c'est formidable parce que ces muqueuses, elles permettent aussi les bons échanges et le bon transit tout le long du tube digestif. Au cours d'un jeûne, l'estomac va retrouver son volume basal, hein, l'estomac qui a la capacité d'augmenter de volume et plus on le remplit, plus il va grossir, hein, ce qui va faire qu'on va manger de plus en plus. Et bien au cours d'un jeûne, il va retrouver son volume de base qui est Qui était de très un bon, demi-litre. l'estomac, Hein. mais que vous avez mangé avant le dîner. Ce serait bien de couper les micros, Et s'il vous j'avais vu, plaît. donc, Le foie va également perdre l'équivalent de la moitié de son poids, ce qui va bien l'alléger, ce qui va permettre aussi de désengorger toutes les graisses accumulées autour du foie. Hein. Le pancréas également va perdre l'équivalent d'un tiers de son poids. Pareil, le pancréas comme organe majeur à la fois sur la partie exocrine de la digestion avec les sécrétions de sucre pancréatique et puis la partie endocrine avec la régulation de la glycémie par le couple, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, insuline-glucagon, eh bien, va vraiment quelque part subir une cure de jouvence grâce à un jeûne.
Et puis, le grand, grand bénéficiaire du jeûne, c'est l'intestin. L'intestin, qui est donc le siège de cet écosystème intestinal qui, plus on l'étudie et plus on se rend compte à quel point il est précieux, il est central, il est déterminant pour l'état de santé global. Cet écosystème, donc, qui fait intervenir une muqueuse, il fait intervenir un microbiote, il fait intervenir des jonctions serrées, donc des jointures entre les cellules qui vont assurer une membrane qui va être sélective, qui va ne laisser rentrer à l'intérieur de l'organisme que ce qui lui est bénéfique. Cet écosystème qui est tellement malmené par on va dire la dénaturation des aliments, une alimentation de mauvaise qualité, mais aussi le stress et puis les toxiques en tout genre. Donc cet écosystème intestinal qui est aussi en lien avec l'équilibre du cerveau, avec l'équilibre de l'immunité, ça va être une belle remise en état qui va s'opérer pendant le jeûne. Et ça va avoir un impact au niveau de l'inflammation, l'état inflammatoire de bas grade et sur l'immunité. Euh, on va reparler aussi de l'immunité Merci. parce qu'il y a d'autres choses qui interviennent et qui vont booster l'immunité pendant un jeûne, mais déjà cette remise en état de tout le système Oui, digestif des et fois, de il tout va te dire l'écosystème que tu vas intestinal, c'est c'est, une formidable, euh, une formidable, euh, comment dire? Ouais, c'est un soutien formidable pour la santé. Au niveau des paramètres sanguins, ce qu'on va observer, et ça c'est pareil, les analyses le montrent, une régulation de la glycémie, une meilleure tolérance à l'insuline, une régulation de la triglycéridémie, tous ces paramètres métaboliques qui vont influer dangereusement sur l'état de santé et les maladies de civilisation. Allez. Au niveau neuropsychique, on a vu qu'il y avait toute une adaptation qui se faisait. Alors, l'augmentation des neuromédiateurs, sérotonine, dopamine, noradrénaline, ça va vraiment améliorer l'humeur et c'est ce qui fait qu'en jeune, on peut se sentir même euphorique, hein. On est vraiment dans un état qui peut être très, très agréable et il y a des personnes qui viennent jeûner pour retrouver cet état-là. Parce que c'est extrêmement, ouais, c'est extrêmement doux et en plus on a une acuité sensorielle, on a une réceptivité, une disponibilité qui fait que ouais, on peut être très inspiré en fait pendant un jeûne, hein. Je vous ai parlé du facteur neurotrophique également tout à l'heure qui permet une meilleure régénération des neurones et donc la synthèse enfin oui, la génération de nouveaux neurones. Et bien sûr que ça va avoir un effet majeur sur la coordination motrice, la cognition, sur tous les processus cognitifs, l'apprentissage, la mémoire, en particulier la mémoire à long terme. Et puis, ce facteur neurotrophique, il va aussi protéger les connexions neuronales, il va améliorer la communication entre les neurones. Donc ça, c'est vraiment une cure de jouvence aussi pour pour toutes vos fonctions cérébrales. Au niveau de l'immunité, non seulement l'écosystème intestinal va être remis à neuf et rééquilibré de manière extrêmement puissante, mais vous avez tout le système immunitaire qui est mobilisé, tous les agents de l'immunité qui vont être activés et démultipliés, ce qui va renforcer de manière très très puissante vos défenses immunitaires. Alors, comment ça se traduit face aux maladies de civilisation? Je vois que je vais accélérer un petit peu, on est presque au bout, mais je vois que le temps passe. Les maladies de civilisation, je ne vais pas vous en dire trop long. J'imagine que vous avez été
On est tous confrontés de près ou de loin à ces maladies-là, hein, que ce soit les maladies cardiovasculaires, donc première cause de mortalité dans le monde, deuxième en France, avec des décès prématurés, des séquelles parfois très invalidantes, des complications qui peuvent être chroniques et sur du très long terme, que ce soit hypertension, infarctus, AVC, troubles de la vue, atteinte des membres inférieurs. Enfin, c'est un tableau qui est vraiment pas très joyeux. Les cancers, c'est pareil, hein, les cancers en France, c'est la première cause de décès chez les hommes, la deuxième chez les femmes, tout type de cancer confondu. Euh, on est encore une fois tous confrontés de près ou de loin à ces maladies et voilà, ce sont des parcours de soins qui sont euh, euh, très confrontants, très éprouvants pour tous, hein, pour le patient comme pour les proches. Le diabète de type 2, c'est aussi une maladie qui se répand de plus en plus, hein. Actuellement, ça touche un homme sur 5, une femme sur 7. Les pronostics pour les années à venir sont à l'aggravation. Et les complications du diabète de type 2 peuvent être extrêmement nombreuses et sévères, que ce soit au niveau des atteintes cardiovasculaires, au niveau de la vue. C'est la première cause de cécité en France, le diabète de type 2. On peut y avoir aussi des atteintes rénales, des neuropathies périphériques qui vont être responsables de la plupart des amputations, des troubles neurodégénératifs associés au diabète. Donc c'est une vraie catastrophe en fait, c'est une vraie plaie cette maladie. L'obésité, c'est pareil, hein, on le sait, ça touche de plus en plus de personnes. Au niveau mondial, on a aujourd'hui 39% de la population qui est en surpoids chez les adultes, 13% en état d'obésité. Ça a été multiplié par 3 depuis depuis 1975, en fait, c'est considérable. Et l'état d'obésité constitue à lui seul un risque pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète de type 2, pour les maladies cancéreuses. Et puis le syndrome métabolique, hein, autre fléau de de civilisations, on pourrait dire. C'est un syndrome, donc c'est pas vraiment une maladie, mais c'est le cumul de plusieurs états qui peut comprendre soit une accumulation de graisse abdominale, une accumulation de triglycérides, un état d'hypertension artérielle, des troubles du cholestérol, une glycémie élevée. Et ça fait le lit de toutes les pathologies que j'ai évoquées précédemment. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux des maladies de civilisation. Et on va voir qu'en termes de prévention de santé, le jeûne est ouais, un outil absolument remarquable, puisque, pour rappel, hein, c'est tout ce qu'on a déjà vu et qui a été vraiment mis en lumière par la recherche scientifique. Quand on jeûne, et là je parle d'un jeûne de plusieurs jours, hein, le côté jeûne intermittent, ça va être vraiment une hygiène d'entretien, je dirais, une fois qu'on a remis l'équilibre, qu'on a remis en équilibre l'organisme, on va pouvoir l'entretenir avec un jeûne intermittent, mais ce qui va vraiment avoir un impact sur toutes les surcharges du milieu intérieur, ça va être un jeûne de plusieurs jours. Et donc, on va observer une perte des surcharges abdominales, une amélioration de la sensibilité à l'insuline. On observe une normalisation du bilan lipidique avec baisse des triglycérides, normalisation du cholestérol. On a vu que le jeûne aussi permettait de diminuer la tension artérielle. Et moi, j'ai vu je ne sais combien de jeûneurs qui venaient avec des problèmes d'hypertension et qui ont jeûné et qui, à l'issue du jeûne, ont pu stabiliser leur tension sans prendre de traitement. Donc, c'est très efficace pour ça. Donc, si on associe toutes ces améliorations-là, vous avez une modalité de prévention extrêmement efficace à la fois du syndrome métabolique et des risques cardiovasculaires. On a vu que le jeûne aussi, ça agit très fort sur la glycémie, à la fois pour faire baisser le niveau de la glycémie, pour améliorer la sensibilité à l'insuline,
Et en même temps, il y a un rééquilibrage du microbiote qui s'opère, hein. On sait qu'aujourd'hui, dans les pathologies de type diabète de type 2, on a des troubles sérieux du microbiote. Donc, d'agir sur tout ça, ça permet de prévenir très efficacement le diabète. Parce que le diabète, en fait, le jour où il va être diagnostiqué, le diabète, c'est une maladie insidieuse qui s'installe dans la durée euh, le jour où le diagnostic est posé, c'est peut-être que ça fait 10, 15 ou 20 ans que le déséquilibre s'installe de manière insidieuse. Donc, le jeûne permet vraiment de ne pas arriver à cet état où on peut poser un diagnostic, où on pourrait dire que c'est déjà trop tard quelque part. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, le jeûne va agir sur les surcharges abdominales, on l'a déjà dit, sur les triglycérides, ça va normaliser le bilan lipidique et donc c'est une bonne manière de prévenir l'état d'obésité. Euh, Donc tout ça, ça a été largement validé scientifiquement. Pour ce qui est de la maladie cancéreuse, on a énormément d'études également qui vont mettre en relation les effets du jeûne sur l'inflammation avec une diminution de l'état d'inflammation de bas grade, une diminution aussi de l'insulinémie qui va se corréler avec une diminution un- un- comment dire, l'IGF-1, c'est un facteur de communication, hein. Ça intervient dans des voies de signalisation au niveau de l'organisme qui est en lien avec, qui va activer, en fait, l'IGF-1 va activer l'hormone de croissance et la prolifération cellulaire. Donc, pendant un jeûne, on a une normalisation de ce facteur IGF-1 et donc tout ça contribue à prévenir hein, la cancérisation en fait, hein. Ce qui est aussi clair hein, pour les études sur des modèles animaux, c'est controversé sur l'humain et les études n'ont pas été poussées suffisamment loin, mais c'est que sur les modèles animaux, le jeûne va à la fois optimiser l'efficacité de la chimiothérapie et améliorer la tolérance au traitement, c'est-à-dire diminuer les effets secondaires. À la fois, le jeûne permet d'augmenter la résistance des cellules saines face au traitement, de favoriser la régénération des tissus et le jeûne va fragiliser les cellules tumorales qui vont devenir plus vulnérables au traitement en fait. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. C'est à bien moduler, hein. Quand on est malade, on jeûne pas comme quand on est en bonne santé. Donc c'est là aussi où il y a on va dire, au niveau des validations scientifiques, encore un petit peu de travail pour bien encadrer cette, cette possibilité d'accompagner et d'améliorer la chimiothérapie par le jeûne. Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est qu'après une rémission de cancer, le fait de jeûner va prévenir des récidives, en plus de permettre d'éliminer aussi les résidus toxiques associés aux traitements qui ont été subis. Les études en cours par rapport au cancer, elles sont nombreuses et elles s'axent sur l'intérêt des corps cétoniques. Les corps cétoniques, donc, qui sont le nouveau carburant énergétique du corps pendant le jeûne et qui sont produits à partir du troisième jour du jeûne et pendant toute la durée du jeûne, hein, avec une production qui augmente au fur et à mesure du temps. Eh bien, ces corps cétoniques, on a montré qu'ils vont ralentir la croissance tumorale et qu'ils vont améliorer et promouvoir la différenciation cellulaire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les cellules cancéreuses, elles ne se différencient plus. Elles sont, c'est des clones, c'est des cellules qui se reproduisent à l'identique de manière indéfinie. Donc, promouvoir la différenciation cellulaire aussi, c'est d'une certaine manière enrayer le mécanisme de la prolifération des cellules cancéreuses.
Et puis, il y a d'autres études qui vont se focaliser sur des cascades de signalisation qui sont extrêmement complexes, je ne vais pas détailler là, et aussi sur l'autophagie. Il y a énormément de recherches qui sont menées aujourd'hui par rapport à l'autophagie. Je vous ai dit que l'autophagie, voilà, la baisse de l'autophagie, elle est associée à tous les processus liés au vieillissement et l'autophagie, dont les perturbations de l'autophagie sont corrélées à énormément de maladies, que ce soit des cancers, que ce soit des maladies cardiovasculaires, mais aussi des maladies neurodégénératives, des maladies auto-immunes. Et dans le cas, en tout cas, du cancer, les études montrent que le fait de jeûner, ça permet donc de diminuer ces cascades de signalisation complexes et d'augmenter l'autophagie et donc de stimuler, en fait, de promouvoir l'immunité anti-cancer. Voilà pour ce qui est des recherches en cours, hein. C'est passionnant et ça avance vraiment très vite. Et puis un dernier quand même point sur la prévention de santé pour ce qui est des maladies neurodégénératives. Les études ont vraiment montré l'effet protecteur du jeûne par rapport aux cellules nerveuses, aux neurones, donc qui sont impliqués et qui sont touchés dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. On a vu que aussi il y a une augmentation du facteur neurotrope et donc euh, une meilleure régénération des neurones. Donc, qui dit plus de nouveaux neurones dit un meilleur fonctionnement du système neurologique. Ce qui a été montré également, c'est que les corps cétoniques, ils vont avoir un rôle à jouer également, à la fois pour améliorer la résistance au stress et lutter contre les radicaux libres, et à la fois, alors dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on constate en présence de corps cétoniques une diminution des plaques amyloïdes qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, et pour le cas de la maladie de Parkinson, il y a l'observation d'une diminution des tremblements en lien avec la concentration des corps cétoniques. Et puis, un petit plus aussi sur la maladie d'Alzheimer. Il y a un programme d'accompagnement des patients malades d'Alzheimer qui s'appelle le programme RECODE. RECODE, je ne sais plus exactement l'acronyme, ce que ça veut dire, mais ce programme a montré vraiment à la fois la stabilisation des patients et dans certains cas l'amélioration de leur capacité neurologique. Et ce programme, il fait intervenir les 5 leviers suivants, à la fois diminuer l'inflammation, stimuler l'immunité, diminuer la résistance à l'insuline, augmenter l'autophagie et augmenter la détox. Et on s'aperçoit qu'en fait, le jeûne intervient sur ces 5 éléments de manière très, très efficace. Donc, c'est assez, c'est assez évident que jeûner, ça va être vraiment intéressant, bien sûr en prévention de ces maladies dégénératives, mais peut-être pas que. Voilà, donc le jeûne, on s'aperçoit, aujourd'hui c'est clairement validé que c'est un outil de prévention de santé qui est beaucoup plus qu'un outil de détox, qui, dans nos temps modernes, qui sont tellement favorables à des involutions en termes de santé, à des manifestations extrêmement délétères. Le jeûne est une ressource à la fois simple, accessible et terriblement efficace. Là, je vous ai mis quelques petites citations parce que ce qu'on retrouve aujourd'hui par des voies scientifiques, eh bien, la tradition naturopathique nous l'a toujours dit quelque part, hein. Hippocrate disait que dans les redoublements morbides, il fallait retrancher la nourriture, que ce serait un mal d'en ajouter. Et plus vous nourrissez un corps chargé d'humeur, plus le mal augmente. Paracelse aussi avait très clairement
dit que le jeûne est le plus grand remède, le médecin intérieur. Et donc Otto Buchinger, qui dans sa clinique en Allemagne a conduit quand même plusieurs études très très poussées hein, sur le jeûne et toute la clinique et la physiologie du jeûne, qui conclut que ce jeûne, c'est sans doute la méthode biologique de traitement la plus efficace. Certains disent que c'est une opération sans chirurgie, le jeûne. Alors, pour terminer, et je vois que le temps passe, il faut vraiment que j'accélère. Jeûner, c'est pas juste arrêter de manger. Jeûner pour jeûner de manière confortable, c'est quelque chose qui se prépare avec une descente alimentaire, avec une stimulation des fonctions d'élimination et puis un soutien éventuel à la minéralisation. Et puis jeûner, c'est aussi une phase de reprise alimentaire qui permet d'accompagner cette relance des processus digestifs, de poursuivre un petit peu la détox. Et surtout, c'est le moment clé pour transformer ses habitudes alimentaires et instaurer une nouvelle hygiène de vie. Et ça, c'est vraiment le cadeau du jeûne, c'est à partir de ce moment de reset, de réouvrir des possibles et de catalyser quelque part des transformations d'hygiène de vie qui auraient paru avant le jeûne inaccessibles. Et alors ça s'encadre en fait. Jeûner dans des bonnes conditions et passer ces 3 phases de jeûne dans des bonnes conditions, ça se fait d'autant mieux qu'on est bien accompagné. L'accompagnement du jeûne, c'est questionner qui peut jeûner. Je vous l'ai dit, hein, toute personne en bonne santé peut jeûner, mais aujourd'hui, les personnes en bonne santé, ben, elles sont moins nombreuses, on pourrait dire. Et les facteurs environnementaux au sens large, hein, que ce soit des facteurs de pollution, de stress, de, de surmenage en tout genre, font que il y a besoin encore plus, je dirais, aujourd'hui de cette vigilance et de ce discernement par rapport à la question de qui peut jeûner et dans quelles conditions et avec quelles adaptations spécifiques. Donc ça relève de l'encadrement du jeûne que de pouvoir orienter correctement les gens et proposer les adaptations et l'individualisation qui va leur convenir. Ensuite, pendant la période de jeûne à proprement parler, eh bien, l'encadrement, il est essentiel, hein. Je vous ai dit, c'est tout à fait possible de jeûner dans des conditions confortables et même de contacter un état qui va être extrêmement agréable, mais ça nécessite voilà, de vraiment accompagner chaque instant. Le suivi du jeûne, il est au quotidien, il est à chaque moment de la journée et il est complètement personnalisé. Il fait intervenir toutes les ressources de la naturopathie, hein, du mouvement, de la respiration, une écoute empathique, des ressources en termes de plantes, en termes d'huiles essentielles, en termes de massage, de ressources en hydrologie aussi. Parce que jeûner, autant ça peut être extrêmement agréable et confortable, autant ben, il peut y avoir des petits désagréments et des inconforts qui sont passagers, hein, et d'autant plus, ils passeront d'autant mieux, je dirais, d'autant plus rapidement qu'ils seront pris en compte et qu'on apportera à ce moment-là la réponse adéquate. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'encadrant d'être à l'écoute, de bien, de bien relever les désagréments et de proposer la bonne réponse et la bonne adaptation aussi sur la prise de jus, de tisane, de potage, etc. Et pendant la reprise, c'est pareil, c'est un moment qui peut être un peu critique, hein. C'est un moment de tous les possibles, hein, donc c'est extrêmement riche et porteur, mais ça peut être aussi un moment de grande fragilisation. Et l'encadrement, il permet complètement d'intégrer l'expérience du jeûne et de faire que ce jeûne, ça va pas être juste une parenthèse dans une vie bien remplie et puis qui va être vite oublié. L'idée du jeûne, c'est d'ouvrir de nouveaux possibles et de transformer sa vie et pas que au niveau de l'alimentation. En fait, ça va bien plus loin que ça. Euh, et tout ça, c'est le rôle vraiment de l'encadrant que de l'accompagner et le faciliter.
Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeûne, il y a un documentaire de Thierry Delestrade qui est diffusé très régulièrement sur Arte, qui est de très grande qualité. Je vous ai mis deux livres. Le livre de Françoise Wilhelmy de Toledo, qui est l'héritière de Bushinger, qui s'appelle L'Arche de Jeunet, et voilà, qui est un livre très accessible et qui va vraiment parcourir toutes les dimensions et tous les possibles du jeûne. Il y a aussi ce livre très pratico-pratique de Alain et Sylvie Huot, Votre jeûne holistique. Et puis, donc pour ce qui est de l'accompagnement, hein, Fabienne avait mis l'information en introduction. Je vais accompagner une formation voilà, pour encadrer les jeunes. Il y a deux dates qui sont prévues, une date au printemps, une date à l'automne. Au printemps, il reste quelques places, mais plus beaucoup. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de voir ensemble comment on peut être un bon facilitateur de cette expérience de jeûne. Alors, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Euh, je vais essayer de remonter un petit peu. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on peut jeûner avec une thyroïdite d'Hashimoto? Eh bien, ça dépend. C'est des adaptations à mettre en place. C'est pas impossible, mais c'est toujours de l'individualisation. Euh, une personne qui prend un traitement au quotidien et qui veut jeûner, eh bien, comment on va faire pour adapter les médicaments? Eh bien, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est individualisé, ça dépend des traitements. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation d'accompagnement du jeûne, hein, comment on gère les traitements. Euh, alors, les effets des jeûnes décrits dans la diaposèse, je sais plus ce que c'est la diaposèse, mais les effets du jeûne dont je vous ai parlé, c'est une fois que la physiologie du jeûne est installée. Donc, c'est au-delà de 3 jours, en fait. Et ça peut être dès le troisième jour, et puis un peu plus au bout d'une semaine, et un peu plus si on jeûne plus longtemps. Alors, c'est pas contre-indiqué de jeûner quand on a un seul rein et pas de côlon descendant pour peu que ces organes sont fonctionnels, mais ça pourra demander éventuellement des adaptations. Donc ça, c'est pareil, c'est le rôle de l'encadrant de proposer ça. Alors, il y aura pas la conférence est enregistrée, donc le replay, je sais pas comment ça va se passer, mais on va certainement vous envoyer un lien pour y accéder. Alors, je vais redescendre. Euh, Par rapport à la testostérone, il n'y a pas un impact majeur du jeûne sur la testostérone. Euh, À partir de combien de temps de jeûne l'accumulation de corps cétonique devient-elle toxique pour l'organisme? Alors en fait, l'accumulation de corps cétoniques, elle ne se fait pas parce que les corps cétoniques sont consommés et utilisés pour produire de l'énergie. Par contre, effectivement, dans la transition énergétique, dans le passage où le corps va euh, changer de carburant et utiliser les corps cétoniques après avoir utilisé le glucose, il peut y avoir ce qu'on appelle cette crise d'acidose. C'est un petit peu le cafouillage dans la transition énergétique. Et en général, ça survient plutôt autour du troisième jour. Et c'est pas systématique, hein. Ça peut arriver et ça s'accompagne. On a tous les outils naturopathiques qui permettent de vraiment d'encadrer cette éventuelle crise d'acidose. Et une fois que le corps rentre dans la physiologie vraiment du jeûne et dans la cétogénèse, les corps cétoniques sont utilisés par les cellules et par les mitochondries en particulier pour produire de l'énergie. Donc, il n'y a pas d'accumulation. Alors, au cours d'un jeûne sec, le rein, il va être très sollicité. Il faudra d'ailleurs le préserver avec une bonne préparation, une douche rénale en début et en fin de jeûne. Euh, est-ce qu'il se régénère? Il va surtout se nettoyer, hein, et nettoyer tout l'organisme. Il faut qu'il soit suffisamment fonctionnel avant d'entreprendre un jeûne sec. Euh,
les jeûnes intermittents induisent-ils une baisse de l'apport calorique? Eh bien, ça dépend de l'hygiène et des habitudes alimentaires qu'on a. Mais euh, de manière, on va dire, si je prends la question comme ça de manière directe, à partir du moment où on ne fait plus que 2 repas dans la journée, a priori, on a quand même une baisse d'apport calorique. Il faut savoir aussi que jeûne intermittent, c'est intéressant à partir du moment où ces 2 repas que vous prenez sont des repas équilibrés et physiologiques. Le jeûne intermittent, ça ne veut pas dire de pendant 8 heures grignoter et puis s'arrêter de manger pendant 16 heures, ça ne marche pas. Alors, pour ce qui est du jeûne et des pathologies psychiatriques, hein, ça fait partie des contre-indications. C'est vraiment risqué parce que, encore une fois, le jeûne va venir chercher dans les capacités adaptatives à tous les niveaux et au niveau neuropsychique, on l'a vu, hein, c'est une adaptation qui est importante. On n'est pas du tout sûr de comment la personne elle peut réagir. Une personne qui est en psychopathologie, ça fait partie des exclusions de la naturopathie. Euh, il y a des médecins qui ont utilisé le jeûne dans ce genre de pathologie. Et il y a en particulier des études en Russie voilà, qui peuvent témoigner de ce qu'il en est, mais c'est hors du cadre de la naturopathie. La bipolarité, c'est pareil, hein, c'est pas une contre-indication absolue, on va dire, selon euh, comment la personne est stabilisée. Il y a éventuellement quelque chose qui peut être envisageable, mais c'est à étudier vraiment au cas par cas et de manière très, très attentive. Alors, les meilleurs aliments pour rompre le jeûne, eh bien, ça va être des aliments physiologiques, ça va être des aliments qui vont permettre de relancer les sécrétions digestives en douceur et de relancer le transit, donc des fibres douces, des mucilagineuses, des végétaux, le moins transformés possible et le plus brut possible. Et des aliments, les super aliments sont vraiment indiqués aussi des aliments aussi qui vont respecter la sensibilité retrouvée des papilles. En fait, quand on jeûne, on va vraiment avoir tous les sens qui sont exacerbés et une grande sensibilité au niveau du goût. Donc, des saveurs trop fortes vont être extrêmement agressives en sortie de jeûne. Alors, le régime cétogène, il est censé, est-ce qu'il peut apporter certains bénéfices du jeûne? Euh, oui, je dirais, il est censé mimer la physiologie du jeûne et c'est pour ça qu'il a eu tellement de succès. Alors après, voilà, c'est un régime qui, selon moi, est à bien encadrer là aussi, qui nécessite une physiologie qui va permettre de l'assumer avec aisance. Donc ça veut dire qu'il faut un foie qui soit tout à fait fonctionnel, des reins qui soient tout à fait fonctionnels. Et, euh, et dans ce cas-là, on peut avoir certains bénéfices. Alors, en termes de régulation de la glycémie, en termes de réduction de l'inflammation, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont les bénéfices du jeûne? On va dire que ça va dans le même sens. C'est quand même pas exactement la même physiologie. Euh, Doit-on respecter un poids pour pouvoir jeûner? Alors, la question n'est pas très claire, mais j'imagine que ça tourne autour de cette préoccupation. Est-ce qu'une personne trop maigre peut jeûner? Eh bien, effectivement, ce sera une des limites aussi, selon l'indice de masse corporelle. Un IMC trop bas sera une contre-indication pour jeûner. Mais les personnes qui sont minces peuvent jeûner sans problème. En fait, il y a une vraie adaptation, une vraie intelligence dans l'adaptation du corps. Et ce qu'on observe quand on accompagne les jeûneurs, c'est que les personnes, elles perdent ce qu'elles ont à perdre en fait. Et que les personnes qui ont beaucoup de surcharge vont perdre beaucoup. Et puis les personnes qui n'ont pas beaucoup de réserve, eh ben, elles vont perdre très peu. Et ce qu'elles perdent, c'est ce qu'elles ont besoin de nettoyer. Et elles vont
pouvoir, en sortie de jeûne, fixer de manière beaucoup plus optimale les nutriments et retrouver leur poids de forme, hein. Le jeûne, ça permet vraiment qu'on soit en surpoids ou qu'on soit en poids insuffisant de favoriser un retour au poids de forme. Et certaines personnes, d'ailleurs, jeûnent pour prendre du poids, en fait. En sortie, c'est pas pendant le jeûne qu'on prend du poids, on est d'accord, mais en sortie de jeûne, ça permet vraiment ouais, une meilleure régulation de cette balance-là. Alors, les livres, eh ben, j'en ai cité deux. Il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment. Euh, les contre-indications et les désagréments pendant le jeûne, là, ça serait vraiment long. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aborde aussi pendant la formation. Les contre-indications absolues au jeûne, bah, ça va être l'état de grossesse et d'allaitement, ça va être l'enfance, ça va être des pathologies sévères au niveau cardiaque, au niveau rénal, et puis les exclusions au niveau psychopathologique que j'ai déjà évoqué. Après, il y a un certain nombre de contre-indications relatives, c'est-à-dire que ce sont des états pathologiques qui vont nécessiter certains aménagements qui vont devoir être étudiés au cas par cas en fonction de l'état du terrain, hein. Et ça, c'est fait partie aussi de la responsabilité de l'encadrant d'être capable d'accueillir ou de refuser une personne en jeûne. Et c'est un point qu'on aborde aussi pendant la formation, en fait. Euh, Alors, une personne qui a fait un jeûne long de 14 jours dit qu'il a une perte musculaire. C'est la perte musculaire, comme je vous l'ai expliqué, elle est minime. Le corps préserve énormément ses muscles. Et comme vous avez vu, les ressources, les réserves qu'on a pour jeûner sans toucher aux muscles, elles sont au niveau des graisses d'une quarantaine de jours, hein. Donc, 14 jours de jeûne, il n'y a pas de raison qu'il y ait une perte musculaire notable. Euh, Alors, en cas de rectocolite hémorragique, il n'y a pas de contre-indication à jeûner. Ça va être encore là une individualisation. Il va falloir quand même stabiliser l'état inflammatoire et ça va pas pouvoir être possible d'envisager vraisemblablement un jeûne quand on est en état de crise. Mais entre les crises, oui, c'est tout à fait intéressant et ça peut être même très bénéfique. Alors, la prise de quinton, d'eau hydroxydase, de compléments riches en minéraux, elle peut être envisagée pendant le jeûne. Elle peut effectivement être envisagée pour stabiliser la minéralisation. Elle peut être envisagée en amont. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie des adaptations qu'on peut envisager et qu'on va aborder pendant la formation d'accompagnement du jeûne. C'est tout à fait possible et c'est parfois vraiment souhaitable et facilitant, en particulier pour les personnes de constitution neuroarthritique un peu dévitalisées. C'est très bienvenu. Alors, est-ce qu'en cas de perméabilité intestinale, on prend de la glutamine pendant le jeûne? Non, pendant le jeûne, on ne prend pas de glutamine. On laisse le corps faire son ménage, on laisse le corps faire ce qu'il sait faire. Et les jeûnes, c'est vraiment faire confiance au corps. C'est le laisser faire ce qu'il sait faire et être le moins interventionniste possible. On est juste là pour faciliter. Après le jeûne, après la reprise, effectivement, on peut consolider, je dirais, par une cure de glutamine. Mais pendant le jeûne, c'est pas le moment. En rémission de cancer, hein, à partir de quand on peut proposer un jeûne de plusieurs jours à la personne, bah ça va être là, c'est difficile de répondre aussi, hein. Ça va être vraiment de l'individualisation. En général, on attend quand même quelques mois, hein, que la personne elle ait stabilisé son état, qu'elle ait retrouvé de la vitalité, qu'on ait relancé aussi un fonctionnement émonctoriel correct. Euh,
Et voilà, mais combien exactement, bah, ça va être à individualiser. Chaque personne est différente. Et puis, voilà, ça dépend de la durée de la maladie, des types de traitements, etc. Quelle boisson pour casser un jeûne sec? De l'eau. De l'eau, une douche rénale déjà, de l'eau distillée avant et après le jeûne sec. Ça, c'est un impératif à mon avis. Euh, et rien ne vaut l'eau pour le corps. Mm. Vous trouvez les infos pour les propositions de la formation accompagnement du jeûne. Eh bien, vous trouverez ça sur le site d'Esculap, esculap.eu. Et voilà, j'arrive en bout de chat. Euh, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu plus long que prévu. Voilà, c'est qu'il y a tellement à dire. Merci beaucoup à vous. Euh, Si certains d'entre vous, je les retrouve en formation, et ben, je serais ravie. Et puis pour les autres, si vous avez l'occasion d'expérimenter le jeûne, je vous souhaite une très belle expérience et voilà, une belle, un beau soin de vous. Merci à vous.